Et comme chaque vendredi, on vous retrouve avec grand plaisir Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ. Bonjour Alexis. Bonjour Eva, et grand plaisir partagé, vous vous en doutez. Et nous revenons avec vous aujourd'hui sur la visite de la première ministre Giorgia Meloni, italienne, donc aux États-Unis. Elle est la première dirigeante européenne à être invitée à la Maison-Blanche depuis la fameuse guerre des douanes. Pourquoi est-ce elle que Donald Trump a choisi d'inviter en premier parmi tous les dirigeants européens? Il faut toujours se placer du côté des acteurs politiques, quoi qu'on pense par ailleurs de leur politique tout à fait déplaisante, désagréable, voire hostile. Dans le cas de l'administration Trump, à l'endroit, chère Eva, des intérêts fondamentaux des Européens et notamment des nations européennes comme la France ou l'Italie. Mais elle coche, si vous me passez l'expression vulgaire, journalistique vulgaire, beaucoup de cases. Elle coche beaucoup de cases et elle est au fond le profil idéal pour négocier avec cette administration qui montre que la diplomatie transactionnelle vaut aussi dans le domaine financier. Ce sont des gens qui sont très près de leurs sous, qui sont des affairistes et qui ne font de cadeaux à aucun Européen. Pourquoi coche-t-elle des cases? Je termine juste là-dessus, chère Eva, vous allez comprendre. Elle est un mélange qui est idéal pour eux, de libérale européenne classique et d'illibérale à la hongroise, sans aller jusqu'aux positions illibérales vraiment déclarées. D'ailleurs, elle est une sorte de chimère politique qui a de quoi séduire les Américains, mais être aussi une porte d'entrée vers des dirigeants qui sont plus ouvertement hostiles, à commencer par le président Macron et son homologue britannique Keir Starmer. Giorgia Meloni, est-ce qu'elle a été parlée au nom de l'Italie seule ou aussi au nom de l'Europe? Je crois que nous nageons en pleine ambiguïté stratégique, mais c'est justement peut-être la force de cette visite. Quand vous y allez en tant que présidente du Conseil italien, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre en France, mais que vous êtes aussi de facto mandaté moralement par un certain nombre d'autres chefs d'État européens qui n'en peuvent plus de négocier avec cette administration américaine, qui a jamais été aussi peu généreuse, je reprends le mot du philosophe Pierre Manant, à l'égard de l'Europe, eh bien, d'une certaine manière, vous jouez un peu sur les deux tableaux. Vous y allez pour la botte italienne, mais vous y allez aussi, bien sûr, au-delà de la botte italienne, pour les intérêts de l'Europe au vieux parapet. Ce qui interpelle aussi dans cette visite, c'est que Donald Trump, on aurait pu penser que ses accointances idéologiques avec Giorgia Meloni, tout comme d'ailleurs c'était le cas avec Benjamin Netanyahou, auraient pu infléchir sa politique douanière en faveur de l'Italie. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de ce qu'est Donald Trump et plus largement de ce qu'est le Trumpisme? Alors le Trumpisme a des éléments idéologiques, vous le savez très bien, l'exaltation de la puissance américaine quoi qu'il en coûte sans morale, le côté technologique, le technicisme effréné de gens comme Elon Musk autour de lui, mais aussi d'une certaine manière J.D. Vance, un ultra-conservatisme sociétal qui est très présent chez J.D. Vance. Il y a des éléments idéologiques. Maintenant, le Trumpisme de Trump est moins idéologique que le Trumpisme des Trumpiens, si vous me passez l'expression. Vous voyez? Et donc, chez Trump, ce qu'il emporte, c'est quoi? Le fric. Le fric. C'est la passion du fric. Vous voyez? Et donc, effectivement, à partir du moment... Pourquoi vous employez le mot de fric? Parce que je pense que c'est un homme qui a une vision du monde grossière. Vous voyez? Alors, il a des qualités incontestablement de politique. Par ailleurs, il est fin sur le plan politique, mais il a une vision du monde grossière. Et je pense que ce qu'il compte pour lui dans sa relation avec l'Europe, avec le vieux continent, c'est d'abord de faire payer les Européens. C'est un homme... D'ailleurs, il le dit lui-même. Voilà, absolument, il l'assume. C'est un homme d'argent. Sa vision du monde est marchande, financière, et c'est le pire partenaire possible pour les Européens. Mais je crois que Giorgia Meloni, que je n'idéalise pas par ailleurs, mais elle était parfaitement consciente d'où elle allait. Alors, nous revenons aussi avec quelque chose qui a marqué les esprits. On l'a beaucoup vu. C'est cette fameuse une annoncée pour ce dimanche, la une de l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche. C'est une sur la fin de vie, avec ce titre « La franc-maçonnerie à l'œuvre pour faire adopter l'euthanasie ». Guillaume Trichard, ancien maître du Grand Orient de France, cité dans le papier du JDD, dit depuis cette une et depuis la publication sur Internet de ce papier, recevoir des menaces de complotistes et de l'extrême droite. Quelle réflexion ça vous inspire, Alexis? Notamment cette une sur fond rouge avec les symboles maçonniques, en fait, et effectivement ce titre, la franc-maçonnerie à l'œuvre pour faire adopter l'euthanasie. Alors pour l'heure, nous n'avons vu que la une, nous n'avons pas le contenu du journal, on le découvrira et peut-être avec effarement ou peut-être avec soulagement, j'en sais rien.
3 choses. 1, on peut évidemment, comme beaucoup d'autorités religieuses françaises, je pense d'ailleurs aux autorités religieuses du judaïsme français, émettre les plus grandes réserves à l'égard de cette loi qui est présentée par ceux qui la combattent comme étant un camouflage de la honteuse et inavouable euthanasie. Voilà, ça évidemment, c'est une position qui me paraît parfaitement valide dans le champ démocratique. On peut, comme d'autres, dans le camp macronien, dire mais au contraire, c'est une avancée sociétale, le débat est ouvert. Voilà, ça je crois que c'est important de garder l'idée que le débat est ouvert. Maintenant, la une du JDD mobilise une sémantique. On ne mobilise jamais impunément des imaginaires. Et visiblement, l'imaginaire qui est mobilisé par ces gens qui font ce journal, Laurence Ferrari, Geoffroy Lejeune, ces gens-là, qui ne sont pas des imbéciles. Hein. Ce sont des confrères qui ont de la culture historique. C'est un imaginaire de ce qu'on appelle l'antimaçonnisme. L'antimaçonnisme, c'est pas de critiquer tel ou tel aspect de la maçonnerie, c'est de penser in fine que les maçons tiraient les ficelles de la politique en France. C'était d'ailleurs l'argument d'un plumitif qui historiquement a laissé une trace très importante dans l'histoire des idées, qui s'appelait Léo Taxil, T-A-X-I-L, qui était un Provençal et qui s'est spécialisé au moment de l'affaire Dreyfus, en gros, dans la dénonciation des loges maçonniques, qui étaient déjà influentes à l'époque sous la Troisième République, comme étant des succursales de Satan, de véritables antres du diable. C'était une vision du monde qu'on appellerait aujourd'hui conspirationniste. Vous voyez, cette vision du monde a eu d'ailleurs un grand écho et il faut dire les choses, c'est pas le cas du JD News évidemment, mais elle va historiquement de pair, le plus généralement, avec une forme d'antisémitisme mondain, c'est-à-dire avec l'idée que la puissance des Juifs pose un problème aux grandes sociétés démocratiques. Alors, effectivement, il y a ces menaces reçues par Guillaume Trichard, et puis avec ce que vous nous dites d'antisémitisme et des choses qui ont attrait à la santé, au corps et à la différence, à l'avancement, selon ceux qui la défendent, de cette loi comme une avancée sociétale, ça renvoie aussi à d'autres menaces, à d'autres cibles en France dans l'histoire. Alors, oui, bien sûr, on pense évidemment, il y a 50 ans, au moment où la ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, qui était une rescapée de la Shoah, avait soutenu le projet de loi qu'elle portait pour le gouvernement, bien sûr de l'époque, sur l'interruption volontaire de grossesse, elle avait fait l'objet de cibles et de menaces. Néanmoins, attention, je pense qu'il faut répondre à ces deux unes, mais il ne faut pas lui donner une signification démesurée. Vous voyez, je suis de ceux, alors peut-être que vous allez me trouver naïf, qui pensent qu'il faut pointer le dérapage, mais il faut laisser la possibilité à des gens qui sont des conservateurs, juifs, catholiques, etc., d'émettre toutes les critiques qu'ils veulent à l'égard de cette loi qui constitue néanmoins, je finis ma phrase Eva, qui constitue néanmoins un problème. Pourquoi ? Parce qu'on s'aligne sur des pays, les Pays-Bas, la Belgique, qui ont bien des qualités par ailleurs, hein, je ne suis pas en train de les désigner à la vindicte, mais qui ont fait ça. Et aujourd'hui, on voit dans ces pays, c'est une réalité. Bruno Retailleau, d'ailleurs, le rappelait très justement l'autre jour avec Darius Rochebain. On voit dans ces pays que malheureusement, on assiste à une extension indéfinie du champ du droit à mourir. Il ne faut pas que ça arrive en France. J'espère que le législateur y pense. Sauf que là, puisqu'on parle de cette une, le débat, c'est pas pour ou contre Évidemment. les dérives. La une, elle est faite sur la franc-maçonnerie. Alors, c'est évident que Vincent Bolloré sait ce qu'il fait. Et je ne vous dis pas que c'est lui qui a fait la une, mais il la valide. Vincent Bolloré est un homme d'affaires très puissant, très intelligent, mais qui a un logiciel idéologique, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes d'affaires. Comme d'ailleurs son collègue Stérin, qui est un autre, Pierre-Édouard Stérin, qui est un autre homme d'affaires, plutôt classé, disons, s'il faut mettre des classements, du côté d'une forme de droite intégriste. Or, vous avez, c'est pas la majorité de la droite conservatrice, naturellement, vous avez encore des réduits en France de droite intégriste, disons-le clairement, qui pensent que la maçonnerie bénéficie de passe-droit dans la République et s'est infiltrée en quelque sorte dans le giron des institutions républicaines de manière démesurée. Entre cette conviction, que l'on peut discuter, et le conspirationnisme antimaçonnique, vous êtes d'accord qu'il y a une feuille de papier à cigarette? Effectivement, on a entendu, vous allez nous dire, hein, Alexis Lacroix, si c'est outrancier, hein, parce que effectivement, l'antimaçonnisme, ça vient du courant que vous nous avez décrit tout à l'heure, et ça s'est manifesté aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait le fameux complot judéo-maçonnique. Voilà, sauf que là, alors il faut être équitable. En termes d'histoire des idées, j'ai écrit des livres là-dessus, sur l'affaire Dreyfus, et jusqu'au, disons, à 1945, il y a une sorte de bord à bord ou de
mano la mano entre le rejet de la maçonnerie et le rejet des juifs. D'ailleurs, on parlait aussi du complot judéo-bolchevique, etc. Bon, très bien, tout ça est vrai. Aujourd'hui, alors, on peut vraiment répondre. Alors, d'ailleurs, nous le faisons ici. Mais c'est vrai, alors, il faut être là aussi équitable, fair. JD News, Vincent Bolloré, Bolosphère, CNews, etc., ne sont aucunement des médias qui seraient marqués par la moindre judéophobie, voyez, ou le moindre soupçon d'antisémitisme. C'est même plutôt, entre nous, l'inverse. Hein. Il faut être équitable, voyez. Donc, on peut répondre à cette une. Il faut reconnaître que par les temps actuels, même si ce n'est pas mes propres idées, vous les connaissez, les miennes, mais il faut reconnaître que par les temps actuels, on ne peut pas dire que ce groupe de médias nourrisse le néo-antisémitisme. Merci beaucoup Alexis Lacroix, qu'on retrouve bien sûr très régulièrement pour sa chronique politique dans le Grand Journal. Merci.